Pendant plus de 10 ans, le Paris Saint-Germain a cru qu'on pouvait acheter la grandeur, acheter le respect, acheter l'histoire, acheter cette fameuse Ligue des Champions qui hantait toutes les nuits parisiennes. Alors le club a fait ce que personne n'avait jamais osé faire en France. Il a empilé les stars, les ballons d'or, les contrats gigantesques, les campagnes marketing mondiales, les noms capables de faire trembler une ville entière simplement en descendant d'un bus. Mais malgré toute cette puissance, malgré tout cet argent, malgré toute cette lumière, il manquait toujours quelque chose, une âme. Parce qu'en Europe, les plus grandes équipes ne gagnent pas seulement grâce au talent. Elles gagnent grâce à une identité, une mentalité collective, une structure capable de survivre quand les émotions deviennent incontrôlables. Et pendant longtemps, le PSG n'a jamais vraiment été une équipe. C'était une constellation de superstars, un assemblage de génies, un club qui brillait individuellement mais qui s'effondrait collectivement. Puis, quelque chose a changé. Le départ de Kylian Mbappé aurait dû être la fin du projet parisien. Le moment où tout s'écroule, le moment où l'Europe arrête enfin de craindre Paris. Mais au lieu de mourir, le PSG s'est transformé. Et peut-être pour la première fois de son histoire, le club parisien ressemble enfin à un véritable champion d'Europe. Aujourd'hui, beaucoup de gens regardent le PSG comme une machine géante, comme un club naturellement destiné à dominer la France. Mais ceux qui ont connu le Paris Saint-Germain avant 2011 savent une chose, ce club vivait dans une étrange contradiction. Paris était la plus grande ville française. Le club avait des supporters passionnés, des maillots iconiques, des joueurs magiques, une visibilité immense. Et pourtant, il n'y avait presque rien derrière. Seulement 2 titres de champion de France, 1986, 1994. C'est tout. Pendant que des clubs comme Olympique Lyonnais construisaient des dynasties, le PSG ressemblait à un géant endormi, incapable de comprendre sa propre puissance. Oui, il y avait eu des éclairs, des artistes, des moments suspendus. Ronaldinho illuminait le Parc des Princes avec des gestes impossibles. JJ Okocha transformait le football en spectacle de rue. George Weah terrorisait les défenses européennes. Mais tout semblait temporaire, fragile, inachevé. Le PSG était un club capable de produire des souvenirs, mais incapable de construire une domination durable. Et puis, il y a eu 2008, l'une des saisons les plus humiliantes de toute l'histoire du club. Paris ne jouait pas le titre, Paris ne jouait même pas l'Europe. Paris jouait sa survie. Le club de la capitale française, à quelques minutes d'un désastre absolu. À cet instant, personne n'imaginait que quelques années plus tard, ce même club deviendrait l'un des projets les plus riches et médiatisés de toute l'histoire du football. Puis arrive 2011, et avec lui, QSI. Du jour au lendemain, le PSG cesse d'être un club français ordinaire. Il devient un projet mondial. Paris ne veut plus simplement gagner la Ligue 1, Paris veut conquérir l'Europe. Alors, les stars arrivent les unes après les autres. Zlatan Ibrahimović débarque avec son arrogance monumentale et transforme immédiatement l'image du club. Thiago Silva apporte une stature défensive mondiale. Edinson Cavani devient une machine à but. Le PSG écrase la France. Chaque saison ressemble à une démonstration de puissance. Les titres s'accumulent, les records tombent. Mais en Europe, quelque chose bloque. Comme si le club portait une malédiction invisible. Et aucune blessure n'a été plus violente que 2017. La remontada. Le PSG détruit FC Barcelona 4-0 au match aller. Le monde entier croit que Paris a enfin changé de dimension. Puis vient ce match retour. 6-1. Une humiliation si brutale qu'elle dépasse le football. Cette nuit-là, le PSG perd plus qu'une qualification. Il perd une partie de sa crédibilité européenne. Le club devient un symbole de fragilité mentale. Et le pire, c'est que ce n'était pas fini. En 2019, une équipe de Manchester United FC décimée par les blessures élimine encore Paris dans un scénario absurde. Puis arrive 2020. Sous Thomas Tuchel, le PSG atteint enfin sa première finale de UEFA Champions League. L'espoir est immense. Le rêve est proche, mais face au FC Bayern Munich, Paris tombe encore. 1-0. Et malgré la douleur, cette finale révèle déjà quelque chose d'important. Les équipes les plus fortes d'Europe ne gagnent pas seulement avec des stars, elles gagnent avec une structure collective. Une vérité que Paris allait ignorer encore plusieurs années. Quand le PSG a réuni Messi, Neymar et Mbappé, le monde a cru assister à la naissance de l'attaque la plus dévastatrice de l'histoire moderne. 3 génies, 3 styles, 3 chemins différents vers la gloire. Mais à l'intérieur du vestiaire, loin des caméras, l'histoire était différente. Une équipe qui ne savait pas qui commandait, qui obéissait, ni qui était prêt à se sacrifier pour le collectif. Et au milieu de ce chaos silencieux, il y avait un nom qui absorbait tout.
Kylian Mbappé. Parce que Mbappé ne voulait pas seulement être la star du PSG, il voulait être le PSG. Sa vitesse était une arme, son talent indiscutable, mais son ego était un tremblement de terre. Chaque ballon devait passer par lui, chaque action devait finir en lui, chaque décision devait le favoriser. Et quand un joueur exige tant, l'équipe commence à donner moins. Messi, le footballeur le plus complet de sa génération, s'est retrouvé relégué à un rôle secondaire. Neymar, l'artiste qui pouvait changer un match d'une touche, s'est retrouvé piégé entre les blessures, la frustration et un système qui ne le prioritisait plus. Le PSG avait de la magie, mais la magie ne circulait pas. Il avait des stars, mais il n'avait pas d'équipe. Il avait du talent, mais pas d'équilibre. Et ainsi, année après année, la Ligue des Champions est devenue un miroir cruel. Un miroir qui montrait la même image, un géant construit pour briller, non pour compétitionner. Mbappé marquait, Mbappé célébrait, Mbappé accumulait des records, mais le PSG accumulait les échecs. Parce qu'un club ne peut pas se maintenir quand sa structure tourne autour d'un seul joueur. Parce qu'un vestiaire ne peut pas respirer quand une figure l'occupe entièrement. Parce qu'un projet ne peut pas croître quand chaque entraîneur doit s'adapter à un ego au lieu d'imposer une idée. Et quand Mbappé a décidé de partir vers le Real Madrid, beaucoup ont pensé que Paris perdrait son roi. La vérité est que Paris a perdu son plus grand obstacle. Pour comprendre comment Luis Enrique a révolutionné le PSG et en a fait champion sans Kylian Mbappé, il faut revenir au passé. Juste là où tout a commencé. Le PSG avait passé des années essayant de construire un projet autour de Mbappé. Ils lui ont donné la liberté totale, le pouvoir absolu et un statut qu'aucun joueur n'avait eu dans l'histoire du club. Mais plus ses privilèges grandissaient, plus l'équipe se rétrécissait. Le PSG jouait pour le protéger, pour l'améliorer, pour qu'il brille. Et quand une équipe vit conditionnée par une seule figure, tout le reste devient fragile. Les entraîneurs changeaient, les systèmes changeaient, les coéquipiers changeaient, mais l'idée était la même, que Mbappé résolve. Et quand vous dépendez d'un seul joueur, vous dépendez aussi de ses limites. Les éliminations européennes n'étaient pas des accidents, c'étaient des symptômes d'un projet sans identité, sans structure et sans véritable leadership. Quand Messi et Neymar sont partis, Paris n'a pas seulement perdu de talent, il a perdu l'illusion que le trio pouvait fonctionner. Il a perdu l'excuse, il a perdu le masque. Pour la première fois, le club a compris quelque chose qu'il avait évité pendant des années. Le modèle était épuisé, il n'était pas durable, il n'était pas compétitif. Ce n'était pas une équipe. Et dans ce vide, dans ce silence gênant après l'échec, Paris s'est trouvé face à une vérité inévitable. S'ils voulaient changer leur histoire, ils devaient changer leur façon de construire. Ce qui arriverait ensuite ne serait pas un ajustement, ce serait une rupture totale. Après 2 éliminations consécutives en 8e de finale de Ligue des Champions, le PSG n'a pas seulement perdu des matchs, il a perdu de la crédibilité. Le modèle fondé sur l'accumulation de talents avait atteint sa limite. Messi est parti vers Miami, Neymar a été transféré en Arabie Saoudite et pour la première fois des années, le vestiaire s'est retrouvé sans figures intouchables. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un message direct, l'ère des stars au-dessus de l'équipe était terminée. C'était essentiellement le point de rupture que le club avait besoin. C'est dans ce contexte qu'est apparu Luis Campos, architecte de projets durables. Sa vision était claire, rajeunir l'effectif, réduire les hiérarchies artificielles et prioriser les profils compatibles à une idée collective. On ne cherchait plus les célébrités mondiales, mais des joueurs capables de soutenir un plan. Intensité, discipline tactique, appétit compétitif. Le marché a cessé d'être une vitrine et est devenu un outil pour construire une véritable équipe. Mais la pièce décisive n'était pas un recrutement, c'était l'entraîneur. Luis Enrique a accepté le défi avec une condition implicite, contrôle total du projet sportif. Il n'arrivait pas pour s'adapter à un écosystème dominé par des stars, mais pour le repenser à la racine. Luis Enrique ne négociait pas ses principes footballistiques. À Paris, cette conviction était exactement ce dont on avait besoin. Dès le premier jour, le message interne a été catégorique. Il n'y aurait pas de privilège par le nom, pas de liberté sans responsabilité défensive, pas de hiérarchie par contrat. Le leadership passait du vestiaire au banc de touche. Le club s'alignait enfin sur l'idée centrale du chapitre. Assez des stars, c'est l'heure d'une équipe. Et c'est là qu'entrent les nouveaux protagonistes. Des footballeurs comme Dembélé, Vitinha, Hakimi, Zahir Emery, Barcola ont cessé d'être des compléments pour devenir les piliers d'une structure collective. Le PSG a cessé de dépendre d'un seul joueur pour commencer à dépendre de son fonctionnement. Le changement n'était pas seulement tactique, il était culturel. On s'entraînait avec une intensité réelle, on exigeait la discipline positionnelle et on récompensait l'engagement au-dessus de la brillance individuelle. Le narratif cessait de tourner autour de qui était la star et commençait à tourner autour de la façon dont jouait l'équipe. Pour la première fois depuis 2011, le PSG a cessé de poursuivre la prochaine une mondiale et a commencé à écouter le football.
Ce tournant silencieux mais profond était le véritable début de la transformation. Mais la véritable révolution parisienne se trouve au milieu du terrain. Pendant des années, Paris construisait ses équipes autour des attaquants. Aujourd'hui, le cœur du projet est ailleurs. Vitinha est devenu le cerveau du système. Un joueur capable d'accélérer le jeu, de résister au pressing, de contrôler le tempo sous pression. À côté de lui, Joao Neves joue comme un pitbull technique. Il court partout, presse tout le monde, récupère des ballons impossibles. Et puis, il y a Fabian Ruiz, probablement l'un des joueurs les plus sous-estimés de cette équipe. Pas spectaculaire, pas médiatique, mais essentiel. Son intelligence positionnelle donne un équilibre énorme à Paris. Et soudain, le PSG ressemble enfin à une équipe capable de contrôler les grands matchs européens sans paniquer. Sur les côtés, Achraf Hakimi et Nuno Mendes forment probablement l'un des duos de latéraux les plus destructeurs du football moderne. Ils défendent, ils attaquent. Ils créent des décalages constants. Leur volume physique est monstrueux. Et derrière eux, la profondeur d'effectif change tout. Désiré Doué apporte de l'énergie et du talent à chaque entrée. Warren Zaïre-Emery joue avec une maturité hallucinante malgré son âge. Ce PSG peut maintenir une énorme intensité pendant 90 minutes. Et en Ligue des Champions, cette intensité tue. Puis sont arrivés les matchs qui ont fait basculer la perception européenne. Les victoires contre Chelsea, contre Liverpool, contre Bayern Munich, ont envoyé un message clair au continent entier. Le PSG n'est plus simplement spectaculaire. Le PSG est devenu mature. Avant, Paris pouvait dominer techniquement puis s'effondrer mentalement. Aujourd'hui, l'équipe semble froide, disciplinée, patiente. Comme si toutes les humiliations du passé avaient enfin servi à quelque chose. Et c'est peut-être ça la plus grande ironie de toute cette histoire. Pendant des années, le PSG a cherché la gloire en collectionnant les plus grandes stars du monde. Mais c'est seulement après le départ des plus grandes stars que Paris a enfin trouvé son identité. Le club qui voulait acheter l'Europe a finalement compris que les plus grandes équipes ne se construisent pas autour des noms, elles se construisent autour d'un collectif. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis le début du projet qatari, le PSG ne ressemble plus à une équipe obsédée par la Ligue des Champions. Il ressemble à une équipe capable de la gagner.